Avez-vous déjà eu le sentiment qu'un seul choix pouvait sceller votre destin et que la justice humaine échoue exactement au moment où nous en avons le plus besoin? Aujourd'hui, vous apprendrez une histoire qui révèle le cœur sombre du pouvoir et la rédemption que seule la foi peut apporter. Si vous cherchez l'espoir et souhaitez renforcer votre esprit contre les trahisons du monde, restez avec moi jusqu'à la fin et découvrez comment un véritable abandon peut changer le jeu de l'âme. Et avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne. De nombreuses personnes qui regardent ne sont pas encore abonnées et courent le risque de manquer un contenu transformateur comme celui-ci. Jean-Baptiste Moreau avait 78 ans lorsqu'il fut victime de l'accident vasculaire cérébral qui changea tout ce matin gris d'avril à Nice. Propriétaire d'un empire immobilier sur la Côte d'Azur, il vivait retiré dans son manoir en bord de mer, entouré de tapisseries rares et de fenêtres offrant une vue sur la Méditerranée. Ses enfants, Claire et Alexandre, adultes accomplis mais rongés par la cupidité, pouvaient à peine cacher leur peur de perdre le contrôle de la fortune de leur père. C'est alors que Jean-Baptiste a appelé Malik Diop, un aide-soignant à domicile immigré récemment arrivé du Sénégal, un homme noir à la voix douce et aux mains fermes, connu pour sa patience et son dévouement. Cet après-midi-là, Malik franchit la porte en chêne sculptée des armoiries de la famille Moreau, portant seulement quelques effets personnels et la promesse de soins honnêtes dans son sac à dos. Jean-Baptiste, habitué aux décisions rapides en affaires, a trouvé chez Malik quelque chose d'inattendu, le calme et l'humilité. Au fil des jours, l'aidant a enregistré chaque changement dans l'état de son employeur, du déplacement de son regard à la faiblesse de son bras droit, avec une attention méticuleuse. Dans l'aile et du manoir, où le soleil filtre à travers les rideaux de lin, les deux hommes ont développé une routine presque rituelle, du thé à la camomille le soir et de petits exercices de récupération qui ont fait sourire Jean-Baptiste pour la première fois depuis l'attaque. Malik remarqua bientôt les regards furtifs de Claire et Alexandre chaque fois qu'il entrait dans le bureau principal, où des étagères en chêne présentaient de vieux contrats et des trophées d'architecture. Ils apparaissaient nonchalamment lors des changements de couches et des notes du médecin, marmonnant des instructions strictes à l'infirmière de service. Un après-midi d'avril, Claire s'approcha de lui dans le couloir de marbre, lui chuchotant des questions sur le dosage exact de l'anticoagulant. Malik sentit le ton accusateur dans ses paroles, comme si chaque syllabe était une lame tranchante, mais il garda sa voix calme, tandis qu'il expliquait le protocole strict qu'il suivait. Les larmes du magnate, témoignant d'une réelle inquiétude, ont cependant confirmé la sincérité de l'aidant. La nuit, le vent méditerranéen agitait les roseaux du jardin comme un présage subtil d'une tempête imminente. Malik dormit quelques heures, agité par le rythme cardiaque croissant dans les couloirs du manoir. Le lendemain matin, en vérifiant la prise de médicaments sur la tablette, Malik a constaté des incohérences qu'il n'avait pas notées. Un comprimé antihypertenseur en moins, un horaire différent pour le sédatif. Son cœur battait fort tandis que ses mains tremblaient lorsqu'elle touchait le verre. Dépoli des bouteilles dans l'armoire de l'aile sud. Il savait exactement combien de pilules il avait distribuées la nuit précédente, les comptant une par une. La cuisine, avec son sol carrelé bleu, devint encore plus silencieuse alors que Malik interrogeait l'infirmière, mais l'infirmière baissa les yeux, craignant de parler. Dehors, le chant mélancolique d'une grive cachée derrière le citronnier accompagnait le désespoir grandissant du gardien. Même s'il était sûr de son innocence, un frisson lui parcourut le dos lorsqu'il imagina les répercussions d'une grave erreur. Le manoir, qui avait autrefois semblé être un refuge, ressemblait désormais à un tribunal sur le point de le condamner. Quand l'horloge de la cuisine sonna 14 heures, avec son carillon métallique, Malik retourne dans la chambre de Jean-Baptiste pour sa séance de physiothérapie légère. La brise salée envahit les hautes fenêtres, faisant osciller les rideaux blancs comme un murmure de liberté. À l'intérieur, le magnate, encore fragile, lève les yeux avec lassitude lorsqu'il voit le gardien entrer. Malik ajuste soigneusement l'attelle sur son poignet droit, commentant les progrès.
Sébastien, tu as levé ton bras plus fermement aujourd'hui. Jean-Baptiste, ému, murmura des paroles de gratitude qui ressemblaient à d'anciennes prières. Dehors, l'écho des pas d'Alexandre dans le couloir de granit révélait sa présence, tandis que Claire, derrière la porte entr'ouverte, notait chaque geste de Malik dans son carnet à une couverture noire. Le soignant ressentait le poids de ses regards cliniques, mais restait concentré sur la respiration lente du patient. Peu de temps après, un silence tendu s'abattit sur le salon, où Malik trouva son ordinateur portable ouvert sur le testament numérique, destiné à être complété une fois que Jean-Baptiste aurait pleinement retrouvé la parole. Le vieux monsieur, appuyé sur des coussins de velours vert, sourit avec difficulté et commença à taper des mots d'appréciation et de reconnaissance, transférant la majeure partie de la richesse au gardien qui ne l'avait pas abandonné. Claire fait irruption, exigeant que le magnate attende l'avocat de la famille, tandis qu'Alexandre bloque la porte d'un regard sombre. Malik, surpris par la gentillesse inattendue de son patron, se leva pour intervenir, mais s'arrêta lorsqu'il remarqua l'éclat calculateur dans les yeux des héritiers. La voix de Jean-Baptiste, encore faible, sonnait ferme. Je veux qu'il sache qu'il était ma lumière dans les ténèbres. Un frisson parcourut l'échine de Malik lorsqu'il réalisa qu'à ce moment-là, il ne se battait pas seulement pour une volonté, mais pour son propre honneur. À 16h30, Claire attendait dans le bureau bordé de boiseries et d'étagères remplies de vieilles encyclopédies françaises, tenant son carnet de dossiers médicaux dans une main et un stylo doré avec les armoiries de la famille dans l'autre. Elle a accusé Malik d'avoir volontairement modifié la dose du bêta-bloquant, mentionnant 6 comprimés au lieu des 5 habituels, chacun scellé avec une étiquette bleue. Alexandre est arrivé peu de temps après, montrant une photo du flacon vide à côté du bon médicament sur le comprimé, comme s'il s'agissait d'une preuve irréfutable. Le clic électronique de la tablette résonnait comme un marteau sur le crâne du soignant. Malik, sentant l'air raréfié, ponctua calmement chaque réponse, décrivant en détail le rituel de comptage des pilules sur le comptoir en marbre beige de la cuisine. Cependant, Claire insistait sur le fait que cette erreur ne pouvait être qu'une négligence grave, tandis qu'Alexandre croisait les bras, fermés comme un portail en fer. Dehors, le bruit des vagues s'écrasant sur les rochers nous rappelait la fragilité de la justice au milieu de l'immensité de la mer. Malik a tenté un dernier recours, demander au docteur Lefebvre de vérifier les caméras de la pharmacie. Le vide dans les yeux des frères montrait clairement que le mensonge avait été froidement planifié. Le gardien recula dans le couloir, se souvenant de son premier jour à Nice, lorsqu'il avait aperçu au loin le manoir, ses colonnes blanches luisantes sous le soleil méditerranéen, et ressenti pour la première fois l'espoir de recommencer. Chaque carreau du sol posé à la main semblait raconter d'anciennes histoires d'invités nobles, et Malik pensait avoir trouvé ici un foyer de solidarité. Mais maintenant, la même décoration exquise était devenue une prison silencieuse, chaque obstacle étant un écho de trahison. Sa poitrine se serra, tandis que le vent glacial soufflait à travers les portes vitrées de la galerie, apportant avec lui le parfum de la mer et des citrons tombés du jardin d'olivier. Il ferma les yeux un instant, essayant de se souvenir de la voix douce de Jean-Baptiste lorsqu'il l'appelait « fils du courage ». En regardant le reflet flou dans la vitre, Malik ne voyait pas seulement les dents, il voyait le symbole d'une injustice sur le point d'être commise. La maison, témoin silencieux des siècles, semblait certaine du sombre sort qu'on lui réservait. En fin d'après-midi, alors que le soleil commençait à teinter le ciel d'orange au-dessus de la Méditerranée, Malik sentit le poids de l'accusation aveugler son esprit pendant un instant. Le couloir sombre, éclairé seulement par des appliques en bronze, fit battre son cœur lorsqu'il entendit les pas précipités d'Alexandre s'approcher, exigeant qu'il attende dans le parloir, jusqu'à l'arrivée de l'avocat. Malik remarqua la vieille horloge murale, une carillon qui marquait les heures avec de doux carillons, et réalisa à quel point le temps semblait jouer avec son espoir.
Il s'efforçait de garder une voix posée, récitant mentalement chaque procédure qu'il suivait. « Je compte les médicaments 3 fois, je vérifie le lot et l'étiquette. » Mais il fut interrompu par le claquement de doigts de Claire, qui pointa avec impatience le couloir, lui ordonnant de partir. La peinture sur les murs, autrefois élégante, semblait désormais se presser contre lui comme des barrières à son innocence. Alors qu'il attendait dans le hall principal, Malik fouillait chaque recoin du regard, à la recherche de quelque chose qui prouverait son honnêteté. Le lustre en cristal était suspendu au plafond, avec des centaines de facettes qui reflétaient des fragments de la pièce, comme de petits indices attendant d'être découverts. C'est alors qu'il a repéré une caméra de sécurité discrètement installée, en hauteur sur une bibliothèque en cèdre, à côté de portfolios de projets architecturaux. La lentille noire, presque imperceptible, semblait l'observer avec une clarté absolue. Malik déglutit difficilement et rassembla son courage. Il se dirigea vers Alexandre, qui était occupé à réviser des papiers sur le bureau en acajou. D'une voix retenue, il a demandé s'il pouvait revoir les enregistrements, car il avait une confiance totale en sa propre conduite. Alexandre hésita, échangea un rapide regard avec Claire, un geste si rapide qu'il trahit la conspiration, puis hocha la tête à contre-cœur, conscient que la vérité pourrait renverser ses plans. Dès que l'avocat est entré, dans son costume gris foncé et sa cravate en soie, les 3 frères se sont rassemblés autour du moniteur pour regarder les images. Le sifflement de l'ancien système a fait place à des scènes claires. Malik préparant des médicaments dans la cuisine, vérifiant les flacons sur le comptoir en marbre beige, puis l'emmène dans la chambre de Jean-Baptiste, où il note chaque dosage sur un presse-papier en cuir marron. Il n'y avait aucune erreur dans les dossiers. Chaque comprimé correspondait à ce qui était prescrit dans le dossier médical. Claire fronça les sourcils, se mordant la lèvre inférieure, tandis qu'Alexandre détournait le regard vers le grenier comme s'il cherchait un défaut invisible. L'avocat, après quelques secondes, déclara d'une voix grave « Il n'y a aucune preuve de négligence. » Le silence qui suivit était aussi dense que la brume qui tombe sur la Méditerranée les matins d'automne. Cette confirmation, au lieu de libérer Malik, a enflammé la fureur voilée des héritiers. Claire se leva brusquement, renversant la chaise derrière elle avec un grand fracas et accusa l'avocat de collusion avec l'aide-soignante. Alexandre est allé plus loin, montrant de nouvelles preuves, un faux courriel, prétendument envoyé par Malik, demandant de modifier les horaires de prise de médicaments. Malik sentit son nom traîner dans le bourbier de la trahison, sa respiration lourde résonnant dans le salon au mur damassé crème. L'horloge de carillon sonna à nouveau, marquant l'heure avec ce carillon mélancolique, comme pour déplorer le chaos humain en cours. Il se tenait droit, le regard fixe, bien que la chaleur se répande sur son visage, lui rappelant les après-midi chauds à Dakar lorsque le soleil jouait des tours entre les feuilles de baobab. Au crépuscule, lorsque les lumières du manoir commencèrent à s'allumer, Malik sentit le poids de la solitude envahir chacun de ses os. Il se dirigea vers le balcon où la mer reflétait des traînées d'argent sous le ciel sombre et s'accrocha à la froide balustrade en fer, se souvenant des histoires qu'il avait racontées à ses petits-enfants avant de quitter la maison des années auparavant. Ses mains calleuses, marquées par le travail, tremblaient maintenant non pas de fatigue, mais d'indignation. Il entendit des pas. Derrière lui, Jean-Baptiste, peinant à se relever, s'appuya sur le déambulateur en acajou et se dirigea vers l'aide-soignante. Leurs regards se croisèrent, emplis d'une gratitude silencieuse. Le magnate désigna la table du jardin où reposait un paquet de vieilles lettres et murmura qu'il avait préparé quelque chose pour prouver la vérité. Malik sentit son cœur se serrer d'espoir. Dans le couloir, les rideaux de velours rouge flottaient encore dans la brise nocturne, tandis que Jean-Baptiste, soutenu par Malik, conduisait le groupe vers le bureau privé. Là, avec des doigts tremblants, il ouvrit une boîte en bois sculptée contenant des journaux qu'il tenait depuis l'âge de 50 ans.
Les pages jaunies retraçaient chaque étape de son rétablissement et dans plusieurs d'entre elles, il y avait des mentions directes de son soignant. Malik était ma force dans l'obscurité et je lui confie ma vie et mes secrets. Claire a essayé de fermer la boîte, mais le patriarche l'a bloquée. Lis-la toi-même. Des larmes brillaient dans les yeux des héritiers, exposés à la vérité qu'ils ne pouvaient déformer. Malik, submergé par l'émotion, tenait l'épaule de Jean-Baptiste, conscient qu'à cet instant, la balance commençait enfin à pencher en sa faveur. Claire et Alexandre, le visage mouillé de honte et de soulagement contenu, feuilletaient le vieux journal avec des mains tremblantes, sentant le poids de l'honnêteté arracher leur masque d'ambition. L'avocat, discrètement derrière le fauteuil en cuir caramel, a consulté le testament original et a confirmé la validité des dernières volontés de Jean-Baptiste. La cheminée brûlait lentement dans le salon, projetant des ombres dansantes qui semblaient murmurer des secrets oubliés. Malik observait tout en silence, son corps épuisé mais soulevé par la justice naissante. Le murmure de la mer, audible à travers les fenêtres entr'ouvertes, apportait un réconfort serein, comme si la nature elle-même célébrait son innocence retrouvée. L'horloge de carillon sonna 3 fois, semblant annoncer un nouveau chapitre. À ce moment précis, Jean-Baptiste demanda à l'aide-soignant de s'approcher et, d'une voix ferme, proclama devant ses enfants « Je veux que cet homme reçoive ce qui est mon héritage, car il m'a sauvé d'un sort pire que la mort. » Malik sentit les larmes menacer de couler, alors que les mots résonnaient dans le manoir. Claire, essuyant ses larmes, marmonna des excuses, suivies d'une étreinte tendue à son patron. Alexandre resta silencieux, mais ses épaules se détendirent légèrement, comme si un poids invisible avait été soulevé. Dehors, les dernières lueurs du crépuscule s'estompaient et la pleine lune se levait sur la Méditerranée, témoin silencieux du tournant de cette journée. Malik serra la main de Jean-Baptiste, sentant la texture rugueuse de la bague en or à son doigt, symbole d'une gratitude inébranlable. Alors que la nuit s'épaississait, les échos dans la bibliothèque sonnaient doux, comme des pages tournées par des mains invisibles. Malik, tenant toujours le journal de Jean-Baptiste, sentit une énergie renouvelée pulser dans sa poitrine, comparable seulement à la joie de retrouver de vieux amis. Les étagères, garnies de volumes en cuir et de tomes de philosophie, témoignaient du véritable résultat de cette journée, la victoire de la vérité sur la trahison. Claire et Alexandre, désormais unis par la culpabilité et la rédemption, échangèrent des regards silencieux de reconnaissance. Malik se tourna vers le magnate dont le visage affichait un sourire serein, illuminé par la flamme vacillante de la cheminée. La goutte de sueur qui coulait sur la tempe de Jean-Baptiste brillait à la lumière du feu, symbole d'un effort partagé. Dans le hall principal, des rideaux damassés tombaient en plis parfaits, relatant des histoires d'il y a des générations. Là, Malik sentit la chaleur humaine qui semblait éteinte depuis des semaines dans cette maison impitoyable. Il décrivit mentalement la douce texture du tapis persan sous ses pieds nus, la mélodie ancienne d'un piano oublié dans le coin et le doux parfum de lavande qui imprégnait l'air. Dans un geste sincère, Claire a apporté un bouquet de jasmin à l'aidante en signe de repentir et de gratitude. Alexandre, toujours retenu, a suggéré que Malik demeure administrateur d'une fondation au nom de Jean-Baptiste, destinée à soutenir les soignants en situation de vulnérabilité. Malik, d'une voix étranglée, le remercia, mais il savait que le souvenir de ce jour ne s'effacerait jamais de sa mémoire. Alors que les aiguilles de l'horloge du carillon approchaient de minuit, le manoir tomba dans un silence presque sacré, rompu seulement par le crépitement occasionnel de la cheminée. Malik fut invité à s'asseoir dans un fauteuil près de la fenêtre cintrée, d'où il pouvait voir la lueur argentée de la mer clapotant contre les rochers en contrebas. Jean-Baptiste, s'appuyant sur son déambulateur, se dirigea vers un bureau en chêne, richement sculpté, et en sortit un ancien parchemin. C'était la version finale du testament, scellée à la cire rouge. Claire tenait la bougie pour éclairer le document.
Et Alexandre, visiblement ému, suivait chaque mot avec des yeux larmoyants. Lorsque le magnate a lu à haute voix le passage qui transférait la plupart de ses actifs à Malik, l'écho de ses syllabes a résonné dans les couloirs vides. Le gardien sentit ses mains transpirer lorsqu'il reçut de son patron l'ancien sceau royal, qui était conservé là depuis des décennies. Dehors, un bateau de pêche passait lentement, ses phares traversant la nuit comme des lames d'espoir. Malik ferma les yeux un instant et lorsqu'il les rouvrit, il vit un mélange de respect et de regret chez ses héritiers. La paix régnait enfin, mais le souvenir de ce jour promettait d'être éternel. Peu de temps après, sur le balcon où la brise marine lui chatouillait la peau, Malik entendit Jean-Baptiste dire une douce prière en vieux français, rendant grâce pour la force que la foi et la loyauté avaient apportée à sa vie. Les paroles, chargées d'émotion, sonnaient comme une mélodie ancienne qui soulignait la valeur de la confiance et de l'amour envers les autres. Claire, à côté de son père, a légèrement touché l'épaule de l'aidant en signe de pardon et de nouveau départ. Alexandre alluma un cigare rare, cadeau de Jean-Baptiste il y a des années, et l'offrit à Malik, un geste qui symbolisait désormais l'union de cœurs auparavant divisés. Le buxiste. Gardien, ému, sourit et accepta l'invitation, sentant l'arôme terreux du tabac se mélanger au sel de la mer. La pleine lune reflétait dans ses yeux une promesse de renouveau, et chaque souffle semblait porter la légèreté de quelqu'un qui avait été vaincu par les ombres et qui avait gagné. À ce moment-là, la solitude devint un souvenir, et Malik sut que, malgré les cicatrices, il renaîtrait plus fort et plus serein. Le lendemain matin, alors que le soleil envahissait discrètement la salle de ses rayons dorés, Malik remarqua que le manoir semblait plus léger, comme si l'air lui-même s'était réajusté. Il traversa la roseraie blanche, ressentant encore les séquelles des conversations de la nuit. Chaque pétale couvert de rosée lui rappelait la renaissance personnelle qu'il avait vécue. Jean-Baptiste, appuyé sur son fauteuil roulant, l'invite à prendre un dernier café ensemble à la table en fer forgé, avec vue sur la mer. Les héritiers, désormais respectueux, ont gardé leur distance, laissant le père et l'aidant revivre les petites victoires, une simple gorgée de café, un sourire partagé. Malik pensait au pouvoir que la loyauté et la foi avaient pour transformer un jour de douleur en un jour de justice. En posant la tasse sur la soucoupe bleue, il sentit que, malgré les épines, il y aurait toujours des fleurs pour ceux qui n'abandonnent jamais. Dans les jours qui suivent, la nouvelle du geste de Jean-Baptiste se répand dans la communauté des soignants et des patients, niçois suscitant espoir et inspiration. Malik a reçu des messages de soutien de collègues qui étaient souvent considérés comme des ombres dans les soins quotidiens, infirmières, inhalothérapeutes et assistants qui faisaient face à des défis similaires. Il a consacré une partie de son héritage à la création d'un refuge, offrant une formation, un soutien psychologique et spirituel aux aidants immigrants vulnérables. Chaque pièce, peinte dans des tons clairs, reflétait la gratitude et le respect gagné. Malik a lu les lettres de remerciement avec les yeux humides, sachant que son histoire était bien plus grande qu'un testament. C'était un exemple que l'amour pour les autres, lorsqu'il est guidé par la foi, peut déplacer des montagnes silencieuses. Un samedi après-midi, Malik a organisé l'inauguration du refuge dans l'ancienne salle de bal d'une villa restaurée à Villefranche-sur-Mer, en invitant les soignants et les membres des familles des patients. Les murs, désormais couverts de photographies en noir et blanc, racontaient des histoires de dépassement, des mains tremblantes transformées en gestes fermes, des yeux fatigués qui retrouvaient la lueur de l'espoir. Jean-Baptiste, dans son fauteuil roulant, coupait le ruban avec des ciseaux d'argent, tandis que Malik, à côté de lui, sentait le poids du moment résonner dans sa poitrine. Les invités ont fait une ovation debout, beaucoup avec les larmes aux yeux, reconnaissant que cet espace signifiait plus qu'un abri. C'était un sanctuaire de résilience. Le parfum des roses blanches et de la lavande flottait dans l'air, rappelant le jardin du manoir et les promesses tenues. Lors de ce même événement, Claire et Alexandre, côte à côte,
On parlait de l'importance d'honorer ceux qui consacrent leur vie à prendre soin des autres. Claire, la voix ferme et les yeux humides, se souvenait de la façon dont Malik lui avait appris, ainsi qu'à son frère, le véritable sens de la gratitude et de l'empathie. Alexandre, à son tour, a partagé des souvenirs des moments où il a douté de son soignant, demandant pardon au nom de la fierté familiale. Le public écoutait chaque mot dans un silence respectueux, ressentant la sincérité qui jaillissait de cœurs auparavant rongés par la cupidité. Malik, ému, les remercia humblement, citant des extraits du journal de Jean-Baptiste pour renforcer que la foi et la loyauté prévalent toujours. Le soleil couchant a teint le ciel en rose, comme si le jour voulait célébrer ce nouveau chapitre avec des couleurs d'espoir. Quelques semaines après l'investiture, Malik est revenu au manoir niçois pour une visite de courtoisie. Le voyage à travers la porte de fer lui apportait encore cet écho d'un défi surmonté. En entrant dans le hall, il traversa des couloirs qui ressemblaient autrefois à une prison, mais qui étaient désormais imprégnés de souvenirs de réconciliation. Jean-Baptiste l'accueillit avec un mouchoir de lin blanc, essuyant la sueur de son front et lui offrant un sourire calme. Ils se sont rendus au jardin de jeunes oliviers, plantés par Malik en signe de gratitude, et ont discuté de projets d'extension du refuge à d'autres villes côtières. L'odeur salée se mêlait au parfum du romarin, et chaque pas était un rappel que l'attention humaine, lorsqu'elle est sincère, se transforme en gratitude. Cet après-midi d'été, alors que la brise caressait les feuilles argentées, Claire et Alexandre rejoignirent les deux sur la terrasse. Les héritiers, désormais plus matures, ont proposé un fonds permanent au nom de leur père pour financer des bourses d'études pour les soignants étrangers. Malik, ému, a humblement accepté et défini des objectifs pour aider ceux qui sont confrontés à des injustices similaires. Jean-Baptiste, appuyé sur la rambarde en fer forgé, regardait la mer et commentait « C'était un miracle de foi ». L'aidant sourit, conscient que les miracles ne sont pas seulement des événements surnaturels, mais aussi le fruit d'actions courageuses et d'un cœur ouvert. Le coucher de soleil peignait le ciel d'or, comme si l'univers approuvait ce pacte de solidarité. Lors de son dernier matin à Villefranche-sur-Mer, Malik s'est réveillé au son du chant des moineaux et du son lointain des cloches. Il se dirigea vers le balcon de l'abri, fixant l'horizon où le ciel et la mer se rencontraient dans des tons aquarelles. Il se souvenait de chaque instant d'angoisse dans le manoir de Nice, la peur dans les couloirs, le frisson dans son dos lorsque l'accusation arrivait, le soulagement de voir les journaux jaunis, et réalisait à quel point ces heures intenses l'avaient façonné. En fermant les yeux, il sentit dans sa poitrine une paix qu'il n'avait jamais éprouvée dans les ruelles étroites de Dakar ou dans les quarts de travail épuisants de Paris. La douce chaleur du soleil touchait son visage, emportant avec elle la certitude que même au milieu du chaos, il y avait toujours de la place pour que la grâce et la vérité s'épanouissent. Au moment de se dire au revoir, Jean-Baptiste se pencha pour remettre à Malik un petit médaillon en argent avec l'image de Saint-Michel, disant qu'il avait signé là non seulement un testament, mais une alliance de foi et de gratitude. Malik, la voix brisée, enfila le médaillon autour de son cou, sentant son doux poids contre sa poitrine. Claire et Alexandre hochèrent la tête avec enthousiasme, comme s'ils s'engageaient à un respect continu. Lorsque Malik retourna à sa vie, le médaillon scintilla sous le soleil, méditerranéen, lui rappelant que le véritable héritage ne réside pas dans les biens matériels, mais dans l'amour donné sans rien attendre en retour. Et ainsi, à la fin de ce jour, ou plutôt de ce jour des jours, une légende de courage et de rédemption est née pour inspirer ceux qui, dans n'importe quel coin du monde, luttent pour la justice avec le cœur. Et si cette histoire t'a touché, n'oublie pas de liker la vidéo. Dis-moi en commentaire ce que tu as ressenti. Je lis tout, vraiment. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires. Et surtout, partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Ici, dans Histoire de vie, chaque témoignage est une lumière. Et ensemble, nous formons les gardiens de l'histoire. À très bientôt pour une nouvelle histoire.